soyez également les bienvenus. Je suis Johan Coulépi, journaliste présentateur indépendant et vous l'avez compris, j'ai un privilège et un plaisir, celui de vous accompagner ce soir. Alors, 14, 180, 2, 1. De quoi s'agit-il? Nombre premier, suite de Fibonacci, futur résultat du loto, j'aimerais bien, mais évidemment, vous vous en doutez, rien de tout ça. 14 d'abord. Eh bien, 14, ce sont 14 valeureuses candidates et candidats qui relèvent devant vous et pour vous le défi de ma thèse en 180 secondes. 180, bien vous l'avez compris, 180 secondes pour vous présenter leur sujet de thèse. Mais attention, pas une seconde de plus, car c'est éliminatoire. Ou comment faire monter le stress. Pardon, chères doctorantes et chers doctorants, excusez-moi, je rappelle juste les règles. 2, car ils ont 2 objectifs ce soir. Le premier, eh bien, c'est partager avec vous leur engagement, leur passion, leur enthousiasme et, j'ai assisté aux répétitions, leur talent pour la recherche. Et puis, tenter également de vous convaincre. Enfin, 1, car au terme de ce concours, eh bien, il n'en restera qu'une ou une lauréate ou un lauréat qui représentera les Pays de la Loire à la grande finale nationale. Pardon encore de vous faire stresser. Je suis désolé, je rappelle juste les règles avec quelques chiffres. Rassurez-vous, vous aussi, membres du public, vous allez pouvoir voter pour votre candidat préféré. Je rappellerai tout à l'heure les règles, mais vous évaluerez le talent d'orateur et la capacité de vulgarisation. Voilà, et pour ouvrir officiellement cette soirée, ce grand concours, je vous demande d'accueillir Olivier Grasset. Il est vice-président recherche et sciences ouvertes de Nantes Université. Microphone. Pouvons-nous avoir un petit microphone? Voilà, merci Célia, merci beaucoup. Cher vice-président, d'abord, on peut dire que là, on a un public au top. Pardon de la trivialité, mais ils l'ont démontré. J'ai l'impression, je suis rarement accueilli comme ça, mais je sais que c'est pas pour moi. Hein, mais donc, ouais, c'était impressionnant dans les coulisses. Il y en a qui attendent déjà. Et vous leur avez déjà mis une sacrée pression. C'est bien parti. Ouais. Monsieur le vice-président, c'était important de rappeler aussi que là, il s'agit d'un travail collectif. Cette finale, elle est co-organisée. Il y a plusieurs partenaires qui œuvrent au service de cette grande et belle soirée. Je vous le confirme, ils étaient sur la diapo, ils y sont encore, tout est super bien organisé. Et bien évidemment, il y a des organisateurs, vous les trouvez en haut. Merci au CNRS, merci à France Université, que vous voyez, au Collège doctoral Pays de la Loire, et puis aussi à Nantes Université, sans qui, vous l'avez dit, l'événement n'aurait pas lieu. On a aussi des partenaires, la CASDEN, sans eux, il n'y a pas de prix, alors on va quand même les saluer. Merci à eux. Sun Radio, qui est le son unique nantais. Et puis derrière, on l'oublie, mais il y a tout un tas d'autres personnes, et je ne les oublie jamais, moi, et je sais qu'on est nombreux à le dire, des gens là, sur la droite, il y en a là-bas derrière, il y en a ici, il y en a partout, les équipes de Stéréolux, sans eux, il n'y a rien ce soir. On les salue maintenant, on les saluera à la fin, mais n'hésitez pas. Vous les applaudir, effectivement. Voilà. Puis après, il y a des gens là, moi je les vois pas, je sais pas où ils sont 4, je vais pas les nommer, mais c'est les coachs, les formateurs, les personnes qu'on drivé, accompagné, encouragé cet après-midi, 2 heures de coupure de courant quand même. La dernière répète finale, elle n'a pas eu lieu cet après-midi pour les 14 personnes que vous allez voir. Moi, je pense super fort à vous, c'est juste la pire. Non, pas la pire, il y a bien pire, il y a toujours pire, mais c'est quand même lourd, ce que vous avez vécu là. Donc, tout le monde va l'avoir en tête. C'est pas un sujet d'indulgence, c'est un sujet de savoir ce que vous avez vécu cet après-midi. Le stress n'est pas le même que d'habitude. Et les 4 personnes là, qui vous ont accompagné, ça devait être encore pire pour elles. Les 4 formateurs et formatrices, bravo à elles, parce que c'est un travail énorme. On peut les applaudir, effectivement. Merci Olivier Grasset, on les applaudit. Juste pour rappeler le contexte, comme le rappelait le vice-président, il y a eu une coupure de courant, il a fallu évacuer le bâtiment et les répétitions ont débuté dehors, devant cet éléphant qui est passé, qui nous a un peu arrosé. Bref, les conditions n'étaient pas optimales, mais vous allez voir, en fait, vous n'allez rien voir parce que leur talent va faire oublier toutes ces pérégrinations de la journée. Cher vice-président, peut-être une question, sur ce travail qui est aussi important de sortir des laboratoires, mettre en avant la recherche,
mais avant tout les doctorantes et les doctorants. Ça, c'est vraiment le cœur de cette soirée. Alors, je confirme, c'est le cœur de cette soirée. Et la meilleure manière pour moi, généralement, de mettre les choses en avant, c'est de savoir remercier. Donc, je les remercie, les candidates et les candidats ce soir, pour 2 raisons. La première, ce soir, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. De quoi? En fait, de la thèse et du diplôme de doctorat, ce machin que... il y a pas mal de gens dans la salle qui savent ce que c'est, parce que je reconnais des directions de laboratoire, des gens de nos laboratoires, mais il y a aussi tous les gens là qui ont été amenés à subir vos répétitions, donc ils savent aussi de quoi ça parle, mais n'empêche, vous êtes les meilleurs ambassadeurs de quoi? De ce qui est le plus haut diplôme de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Et ce soir, vous incarnez en fait cette capacité à montrer que ce truc-là, c'est accessible, c'est compréhensible, c'est aussi difficile, et vous le faites de manière magistrale. Donc merci pour ça. Le deuxième sujet, merci aussi pour une autre chose, c'est que dans la science avec et pour la société, la meilleure manière de faire partager, en fait de faire comprendre que la science est aussi au service de la société, c'est de la partager. Et ça, c'est ce que vous faites ce soir. Vous êtes déjà nos ambassadeurs de SAPS, Science avec et pour la société. Double merci, c'est pour moi la meilleure manière de vous mettre en avant. Merci Olivier Grasset. Je le rappelle, 41 doctorantes et doctorants ont été formés, 32 ont participé aux qualifications locales sur les sites de Nantes, Angers et du Mans. Une dernière question, Olivier Grasset, avant de vous libérer, cher vice-président. Entre nous, vous avez passé votre thèse il y a quelques années, c'est pas si loin que ça. Vous l'auriez fait? Vous vous seriez présenté? Vous auriez osé vous lancer sur cet exercice MT 180? Non. Non, parce que je suis beaucoup trop timide, en fait. Ça se voit pas, mais en fait, je suis beaucoup trop timide. Je ne serais pas allé là-dessus. Et puis surtout, je suis mauvais perdant. Et donc, la compète, c'est pas mon truc. Voilà. Et donc, ça, j'y serais pas allé. Je vais dire un dernier mot, quand même, si vous le permettez. J'ai un petit message pour vous. Je vais vous dire une vacherie. Parce que toujours, quand c'est pas une vacherie, on vous a mis un peu de pression. Je vais vous en donner une autre. C'est un truc qu'on m'a appris une fois. Il ne faut jamais oublier. Vous n'avez qu'une seule occasion de faire une première impression. Prenez-le et encaissez-le, parce qu'il n'y aura qu'un seul lauréat, ça a été dit, donc il faut le prendre comme ça. Et du coup, après, ce que j'espère, c'est que ce que vous allez apprendre ce soir et dans les journées et les soirées qui suivront et dans tout ce qui vous arrivera après, c'est que vous avez aussi de multiples occasions de faire une bonne impression. Et il y en aura toujours de multiples occasions de faire une bonne impression, et peu importe que ce ne soit pas la première. Et mon dernier message, parce que celui-là c'est le plus important, c'est que tant que vous donnez tout ce que vous avez, vous ferez toujours une bonne impression. Alors surtout, lâchez tout ce soir. Donnez tout. Voilà. Olivier Grasset, vice-président recherche et sciences ouvertes de Nantes Université. Merci Olivier Grasset, merci beaucoup. Allez, il est temps maintenant de vous présenter également notre jury qui va départager les lauréates et les lauréats. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Henri Bruno Calmels, Margot de Seillac, Philippe Guillet, Morgane Vacher et Audrey Cabret. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, mettez-vous au centre de la scène, là où est votre place. Alors, je vais essayer de ne pas faire d'erreur, de présenter chacun et chacune d'entre vous. Margot de Seillac, vous êtes chercheuse en immunologie à l'INCIT. Et puis alors, probablement qu'on vous connaît quand même parce que vous êtes le prix du jury MT 180 pour la finale Pays de la Loire 2025. Bravo et merci d'être avec nous. Bonsoir. Morgane Vacher, vous êtes chercheuse au CNRS en chimie au Sésame. Vous êtes médaille de bronze du CNRS 2024 et prix Irène Joliot-Curie 2024 également. Merci et bravo. Nous avons également Audrey Cabret, une lycéenne qui s'est lancée dans l'aventure et qui est membre du jury. Elle représente le lycée Albert Camus de Nantes, lycée d'enseignement général et technologique. Audrey Cabret. Philippe Guillet, directeur du muséum de la métropole de Nantes, qui nous fait également le plaisir d'être membre du jury. Philippe Guillet. Et enfin, Henri Bruno Calmels, il est secrétaire général EDF de la délégation régionale Pays de la Loire. Henri Bruno Calmels. Allez,
Parce que c'est une chose de juger les orateurs, mais cependant, je vais quand même vous mettre un petit peu à l'épreuve et je vais vous poser une question. Alors, rassurez-vous, ces membres du jury, ces jurés, n'auront pas 180 secondes. J'ai poussé le vice très très loin. En un mot, quel est votre état d'esprit pour cette grande finale régionale? Curieuse. Ah, curieuse pour Margot de Séac. Très bien. Enthousiaste. Enthousiaste. Audrey? Impatiente. Impatiente. Philippe? Aventureux. Aventureux. Et enfin, Henri et Bruno? Passionnément. Passionnément. C'est beau, ce sont nos jurés. Merci beaucoup et on vous laisse travailler maintenant. C'est à vous. Je vous rappelle, je le disais en introduction rapidement, les critères d'évaluation. N'oubliez pas, vous avez un livret. Sur ce livret, vous retrouvez les critères, vous retrouvez tous les candidats. N'hésitez pas à prendre des notes au fur et à mesure. Ça va évidemment faciliter votre vote en tant que prix du public. Vulgarisation du sujet, 6 points. Talent d'orateur, 4 points. C'est noté sur 10. Cependant, vous avez le droit à 1 point bonus si vous avez un coup de cœur. N'hésitez pas. C'est noté sur 10, c'est noté sur 11 si vous préférez, et choisissez votre candidate ou votre candidat préféré. Voilà, il est l'heure. Est-ce que vous êtes prêts? On débute, on démarre avec notre première candidate. Eh bien, c'est parti. Je vous demande d'accueillir Inès Rabaillot. Nantes Université, laboratoire ICIMED, cible et médicaments des infections et de l'immunité. Sujet de thèse, apport d'une stratégie de sciences participatives à l'étude de la résistance antifongique chez Aspergillus. Inès, c'est quand vous voulez. Regardez cet hôtel de luxe, le Champi Cosy. Devant l'entrée, une longue file d'attente de minuscules créatures bleutées. Elles sont constituées d'un filament très fin, semblable à un fil de soie, prolongé à leur extrémité par une chevelure magique qui pousse abondamment comme Princesse Réponse. De cette abondante chevelure jaillissent des petits pompons couleur bleu azur, des spores. Si vous saviez, je les connais tellement bien, je les observe tous les jours. Allons jeter un œil à l'intérieur de cet hôtel. Chers clients, afin d'accéder à l'hôtel, merci de justifier de votre identité. Comme vous le savez, les séjours chez nous sont limités. Chef, je vois un champignon hébergé chez nous depuis plusieurs mois. On fait quoi? On appelle du renfort notre arsenal anti-champignon. On a déjà essayé, mais il a une carte gold. On ne peut rien faire. Elle est mignonne, mon histoire. Mais mon hôtel n'en est pas vraiment un. C'est un poumon atteint de mucoviscidose, une maladie respiratoire favorable au développement des champignons qui ont cette fameuse carte gold. Pour être sûr de profiter tranquillement du jacuzzi pendant de longs mois, ils y ont mis le prix. Ils ont carrément muté leur propre ADN afin que les agents médicaments ne puissent pas les expulser de cet hôtel pulmonaire. C'est un phénomène que les scientifiques nomment résistance d'Aspergillus fumigatus aux antifongiques. Avec mon équipe, nous avons repris le problème à la racine. Ces champignons sont présents partout dans l'air que nous respirons. Nous avons donc proposé aux étudiants en pharmacie de toute la France de les capturer au moyen de membranes adhésives placées sur des rebords de fenêtres. Les spores sont pris au piège et acheminés au laboratoire. J'entame alors mon enquête policière. Soumettons ces spores à un bouillon riche en nutriments permettant de faire renaître des filaments à partir des pompons de spores. Ingénieux, non? Une princesse réponse inversée. Ensuite, aspergeons-les de colorant bleu et commençons l'interrogatoire. Monsieur l'Aspergillus, faites-vous partie de ces champignons résistants? Je les confronte alors à leur plus grand tourment, les médicaments antifongiques.
Malgré le bain toxique, ceux qui ont la carte Gold continuent tranquillement de pousser. Ceux-là, je les scrute au miroir grossissant pour n'en perdre aucun microfilament. Je vais même jusqu'à étudier leur fameux ADN muté, témoin de la résistance. Ils me donnent du filament à retordre, mais leur interrogatoire ne fait que commencer. Inès Ravaillot. Je vous demande à présent d'accueillir notre prochaine candidate, Eugénie Testa. Université d'Angers, laboratoire Mythovasque, physiopathologie mitochondriale et cardiovasculaire. Sujet de thèse, impact de la chirurgie bariatrique maternelle préconceptionnelle sur les fonctions cardiovasculaires et hépatiques des mères et de leur progéniture. Eugénie, c'est à vous. Est-ce que vous savez que votre corps, c'est un peu comme une usine ? Me regardez pas comme ça, je vais vous expliquer. Dans cette usine, chaque secteur a un rôle bien précis. Par exemple, le cerveau, c'est le big boss. Les poumons, ce serait l'aération, et le cœur et les vaisseaux, notre grand système de transport. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans cette usine, c'est la centrale énergétique, le métabolisme. Info importante, le gérant, c'est le foie. En gros, c'est un peu comme le manager des stocks et de l'énergie. C'est lui qui reçoit les nutriments qui viennent de l'estomac et qui les confie à des milliers de petites cellules. Elles travaillent comme des ouvriers sur un tapis roulant. Elles trient les matières premières, comme le gras et le sucre, et soit elles les transforment en énergie, soit elles les stockent dans les entrepôts du corps pour plus tard. Et normalement, cette usine, elle tourne bien. Bon, si je vous parle de tout ça, c'est parce que je travaille sur une chirurgie particulière, la chirurgie bariatrique. Quand on fait cette chirurgie, on vient réduire la taille de l'estomac pour que le patient perde du poids. Bon, là, normalement, vous vous dites, mais quel est le rapport entre métabolisme et chirurgie bariatrique ? Eh bien, en fait, quand on modifie l'estomac, c'est comme si on transformait une des machines du système d'arrivée des nutriments. Et résultat, le foie, il panique. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que les nutriments, ils n'arrivent plus de la même manière et il y a des chaînes de production qui accélèrent et il y en a d'autres qui ralentissent ? Bref, c'est le bazar. Aujourd'hui, les femmes qui font cette chirurgie, elles sont de plus en plus jeunes. Et peut-être qu'un jour, elles auront des enfants. Alors, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les enfants des femmes qui ont fait cette chirurgie avant la grossesse ? Est-ce qu'eux aussi, ils vont hériter de ce métabolisme perturbé ? Pour le découvrir, je travaille avec les enfants d'un modèle animal qui a lui-même subi cette chirurgie. En fait, j'analyse le travail des ouvriers et du manager de la centrale énergétique. Je leur donne du gras et du sucre et je regarde la vitesse à laquelle ils travaillent et s'ils ne laissent pas trop de gras et de sucre s'accumuler dans les entrepôts. Autrement dit, je regarde s'ils ont plus de risques de développer du diabète et de l'obésité. Pourquoi est-ce que j'étudie ça ? Parce qu'aujourd'hui, l'obésité, c'est la 5e cause de mortalité dans le monde. Alors, en surveillant l'usine métabolique, on peut aider ces enfants à vivre plus longtemps. Eugénie Testa. Accueillons à présent notre troisième candidat, Corentin Pecker. Nantes Université, laboratoire IRDP, Institut de recherche en droit privé. Sujet de thèse, la garantie des vices cachés. Corentin, c'est à vous. Un hardi concepteur, par son art ingénieux, promit un grand moteur au public bienheureux. L'effort fut colossal,
et le bien innovant, le succès commercial arriva tout naturellement. Mais hélas, son beau moteur se mit à casser, par un défaut de série qu'il n'avait pu imaginer. Le droit le qualifie de vice caché. Les actions en justice furent aussitôt lancées. Cette fable a pour thème l'objet de ma thèse, la garantie des vices cachés. Mon travail consiste à recenser et étudier des centaines de décisions de justice pour faire l'inventaire de ses bénéfices et de ses excès. D'ailleurs, dans la fable, l'inventeur accourt chez son avocat. Mon cher inventeur, face à toutes ces poursuites, voici le Code civil, permettez que je récite. Un vendeur est légalement tenu de garantir contre les défauts cachés de la chose vendue. Défauts si graves qu'ils rendent la chose inutile, ou bien rendent son usage bien plus difficile. Faisons plus simple. Prenons un exemple. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui aiment les motos. Ici, c'est comme si vous achetiez cette belle moto italienne, rouge, moteur bicylindre en V, transversal, transmission par cardan, boîte séquentielle, 6 rapports, traction control. Mais qu'elle tombait en panne au premier road trip. Eh bien, fort heureusement, le Code civil vous permet, sous certaines conditions, de demander en justice que le vendeur, voire même directement le fabricant, reprenne son engin et vous rembourse le prix auquel vous l'avez acheté. Même acheté d'occasion et très kilométré. J'aperçois quelques regards étonnés, je n'essaye pas de vous affabuler. En fait, le droit vise à s'assurer que les biens vendus soient fiables et durables. Mais tout a un coût et des conséquences. Le Code civil oblige le vendeur à garantir pendant 20 ans après la vente. Alors le vendeur augmente ses prix pour compenser le risque, au détriment de votre pouvoir d'achat, et même au préjudice de l'innovation, car le vendeur voudra limiter les nouveautés dans ses produits. En cas de défaut, le risque de l'appel en garantie serait trop grand. Cela étant, cette garantie est un mécanisme qui a plus de 2000 ans. Un droit aussi vieux peut-il être défaillant ? Formons un tribunal, devenez juré. Selon vous, l'innovation doit-elle prévaloir sur la durabilité ? Très vaste sujet. Corentin Pecker. Notre quatrième candidate nous rejoint dès à présent. Je vous demande d'accueillir Suzy Rousseau. Université d'Angers, laboratoire mythovasque, physiopathologie mitochondriale et cardiovasculaire, et laboratoire L'Homme, laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans. Sujet de thèse, évaluation des interactions sociales et activités physiques des personnes atteintes de surdité par un système de captation. Suzy, c'est quand vous voulez. Bonjour à tous. Ah, vous m'entendez pas bien ? Et là, vous m'entendez, c'est bon ? C'était pas agréable comme son. C'était difficile de me comprendre. Vous aviez peut-être pas envie de m'écouter, peut-être même que certains avaient envie de partir. Eh bien, ce genre de gêne arrive souvent chez les personnes malentendantes. En 2050, 25% des personnes seront malentendantes. Oui, une personne sur 4 sera touchée par ce handicap plus tard. Le plus souvent, les personnes sont presbyacousiques. C'est la perte de l'audition liée à l'âge. À l'intérieur de votre oreille, vous entendez grâce aux cellules ciliées. Ce sont de tout petits poils qui réagissent au son en bougeant pour transmettre au cerveau si le son est aigu, grave, faible ou fort. Mais avec le vieillissement et l'exposition au bruit, ces cellules ciliées peuvent s'abîmer jusqu'à ne plus répondre au son. Le cerveau n'a donc plus certaines informations sur les sons, c'est ce qui se passe avec la presbyacousie. Et vivre sans ces petits poils, eh bien c'est pas facile. Dans une discussion, tout devient compliqué à comprendre, surtout lorsqu'il y a du bruit autour.
à force de s'épuiser à essayer de comprendre, les personnes presbyacousiques peuvent avoir tendance à s'isoler. Lorsqu'elles sont diagnostiquées, elles peuvent porter des appareils auditifs qui améliorent leur audition. Mais on ne peut pas vraiment savoir si c'est suffisant pour tout le monde pour communiquer au mieux dans le quotidien. Dans mon laboratoire, un système de capteurs a été imaginé. Pour aider les patients à mieux communiquer, ils ont créé des lunettes. Oui, vous avez bien entendu. Ces lunettes sont munies de micros et de capteurs de mouvement qui permettent de savoir ce qui se passe dans l'environnement des patients. On peut savoir si la personne a plutôt tendance à monopoliser la parole ou au contraire à s'isoler dans une conversation. Si elle arrive rapidement à savoir où est la personne qui est en train de lui parler, ou encore si elle se déplace souvent dans sa journée. Mon travail est d'extraire toutes ces informations à partir des signaux des capteurs des lunettes en créant un programme informatique. Par exemple, lorsqu'une personne parle au porteur des lunettes, mon programme doit calculer en combien de temps le porteur va se tourner vers elle. Si les lunettes sont validées, elles permettront d'identifier les ajustements à faire sur la prise en charge médicale ou les appareils auditifs pour éviter l'isolement des patients. Il leur sera alors plus facile d'aller au cinéma, de suivre une discussion en repas de famille ou bien de passer un appel avec des amis. Ce qui veut dire que vous porterez peut-être plus tard des lunettes, non pas pour mieux voir, mais pour mieux entendre. Mais bon, en attendant, prenez quand même bien soin de vos oreilles. Suzy Rousseau. 5e candidate, je vous demande d'accueillir Lynn Saylan. École vétérinaire Oniris Vet Agro Bio, unité Bioépar, biologie, épidémiologie et analyse de risque en santé animale. Sujet de thèse, étude de la diversité génétique des bactéries infectant la truite arc-en-ciel en termes de virulence et de résistance aux antibiotiques. Lynn, c'est quand vous voulez. Merci. Le harcèlement à l'école. Beaucoup en ont souffert. Moi, je me souviens de 2 jumeaux, identiques jusqu'au prénom, Léo. Même visage, même sourire. Mais l'un était doux, serviable. L'autre, cruel, toujours prêt à blesser les autres. Un jour, un élève en pleurs accuse Léo, mais impossible de distinguer lequel. Alors, la directrice punit les 2. Le gentil s'effondre sous l'injustice, le méchant ressort renforcé, encore plus en colère. En voulant régler le problème à l'aveugle, on l'a aggravé. Croyez-le ou non, mon sujet de thèse ressemble beaucoup à cette histoire. Sauf que mes 2 Léos, ce sont des bactéries qui regroupent des souches presque identiques génétiquement, au comportement allant de inoffensif à mortel chez plusieurs espèces de poissons, notamment la truite. Alors quand une truite est infectée, on agit vite, en utilisant des antibiotiques. Résultat, les bactéries sensibles disparaissent, les rares résistantes survivent, se multiplient et deviennent dominantes. C'est ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Un phénomène si grave que d'ici 2050, elle pourrait devenir la première cause de mortalité dans le monde, tuant plus que le cancer. Face à ça, l'objectif de ma thèse est clair. Apprendre à distinguer les bactéries virulentes et résistantes aux antibiotiques de celles qui ne le sont pas. Autrement dit, distinguer nos 2 Léos. Mais comment faire concrètement ? Pour y répondre, je travaille en 3 étapes. Première étape, on vérifie si nos 2 Léos sont vraiment identiques, en comparant leurs photos pixel par pixel. Chez moi, c'est-à-dire comparer leur ADN sur ordinateur. C'est ce qu'on appelle le in silico. Deuxième étape, on observe leur comportement dans un environnement contrôlé, un peu comme dans le bureau de la directrice. De mon côté, j'observe le comportement de mes bactéries en laboratoire. C'est le in vitro. Troisième étape, on observe les interactions des 2 Léos avec leurs camarades, directement dans un cours de récréation. Je fais pareil, je mets en contact une truite avec mes bactéries et je compare leur virulence. C'est le in vivo. Le but est simple,
agir juste. À l'école, ce serait repérer les signes de harcèlement. Pour l'aquaculture, ma thèse servira à repérer les signes de virulence pour limiter l'usage des antibiotiques. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement d'étudier des bactéries, il s'agit de comprendre comment naît la violence, comment elle grandit quand on la traite mal, et surtout, comment l'empêcher de se répandre. Lynn Seydan, bravo. On vous propose à présent un rapide intermède, voilà, histoire de vous concentrer, peut-être prendre quelques notes sur ces 5 premiers candidates et candidats que vous venez de suivre. Vous avez dans votre livret les informations pour vous connecter à WooClap. Donc, soit il y a un petit QR code, je crois, qu'il suffit de scanner, ou vous entrez directement un code sur WooClap. On a, voilà, vous avez ici, derrière moi, sur la slide, les petites manipulations à faire. N'hésitez pas à scanner ce QR code, à entrer le code de l'événement MT Quiz, et puis activer, bien entendu, les réponses par SMS. On aimerait d'abord vous entendre sur la notion de thèse. C'est un nuage de mots. On aimerait savoir ce que... voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous quand on vous dit thèse? Vous pensez à quoi? On attend un mot également de votre part. Quand on vous dit thèse, bien, qu'est-ce que ça évoque? Voilà, si vous êtes connecté, vous pouvez commencer. Voilà, recherche principalement, apprentissage, sciences haut niveau, persévérance, long, projet, aboutissement pour certains, spécifique. Recherche reste quand même le mot le plus important. Il y a un petit rigolo qui a mis Thérèse. Ça lui rappelle peut-être sa grand-mère qui a fait une thèse. MT Quiz. Patience. Oui, effectivement. Amélioration. Idées nouvelles. Défis. Fun. Pour certains, c'est fun. Amélioration. Amis. Creuser. Compréhension. Je vois que ça vous inspire. Espoir, espoir, effectivement. Alors espoir pour les doctorantes et les doctorants, mais quand on entend les sujets de leur thèse, espoir pour chacun d'entre nous, puisque leurs recherches, on le voit, ont un impact ou auront un impact direct sur notre quotidien. Deuxième question, si vous voulez bien, quel est, le pourcentage de doctorants en France? Vous avez 4 réponses. 35% de doctorants, 47% de doctorants, 53% de doctorants ou 60%. Le pourcentage, pardon, oui, j'aurais peut-être dû préciser le pourcentage de femmes. Oui, parce que c'était... mais oui, évidemment, c'était pas clair. Je voyais bien qu'il y avait une incompréhension dans la salle. Le pourcentage par rapport à quoi, Johan? Éclaire-nous. Le pourcentage de femmes qui sont doctorantes. 35%, 47%, 53% ou 60%. Allez, on y va. On commence à regarder les résultats. Majoritairement, vous avez voté pour 35%. Alors, on vous donne déjà la réponse. Allez, 53%, vous avez été majoritaire pour 35%. Mais vous êtes pessimiste parce que, finalement, parmi les 69 000 doctorants en France, elles sont 47%. C'est pas encore complètement la parité, mais on s'en approche. Ceci étant, il y a quand même une nette disparité en fonction des disciplines. Vous vous en doutez, elles sont majoritairement représentées dans les domaines des sciences humaines et sociales et en santé, bien entendu. Alors, un chiffre intéressant. Vous avez vu 47% de femmes doctorantes. Je ne vais pas vous poser la question, mais quand même, elles représentent 59% des diplômés de master. C'est-à-dire qu'en master, elles sont plus nombreuses et finalement, elles ont moins la propension, moins la faculté, moins peut-être la facilité à poursuivre. Il y a peut-être moins... Non, quand je dis ça, c'est qu'il y a moins de modèles probablement, qui leur sont donnés. On en parlera d'ailleurs avec les représentants de l'école doctorale, du CNRS, de l'université de Nantes. Finalement, pourquoi cette disparité et comment on peut faire en sorte qu'on explose ces barrières?
Recherche, bien ensuite, dans la recherche, il y a 30% de femmes qui sont chercheuses, contre 70% de chercheurs, et 30% de femmes professeurs des universités. Donc là, on touche quand même un point sensible, ce qu'on appelle le plafond de verre, et qu'il va falloir briser, mesdames, s'il vous plaît, rapidement. 24%, ça c'est le dernier chiffre que je vous donne, d'établissements d'enseignement supérieur sont dirigés par des femmes. Voilà, c'est le rapport du ministère de l'ESR, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de 2024, intitulé « Vers l'égalité homme-femme ». On espère que la prochaine fois, on pourra enlever le vert et que les chiffres nous donneront l'égalité homme-femme. Passons à présent à notre deuxième session et notre candidat numéro 6 sur votre petite fiche. Je vous demande d'accueillir Thomas Lechart, s'il vous plaît. Nantes Université, laboratoire MIP, laboratoire motricité, interaction, performance, sujet de thèse, interaction muscle-tendon dans le gastrocnemius medialis, durant la marche dans le syndrome de parésie spastique. Thomas, c'est quand vous voulez. Moi, j'ai deux passions. Le cinéma, mais surtout le gastrocnémien médial. C'est mon muscle préféré du mollet. Il travaille en duo avec le tendon d'Achille avec un seul but, faire avancer le pied. Alors leur méthode est un peu brutale, mais d'une efficacité redoutable. La catapulte. Regardez. 1. Mon pied est posé au sol. 2. Le gastrocnémien charge la catapulte. Le muscle se raccourcit d'1 millimètre, il étire le tendon d'Achille de 10, et, attention, 3, le muscle se relâche. Paf! Le tendon se raccourcit à toute vitesse, la catapulte part, le pied avance. Tout ça en moins d'une demi-seconde. Redoutable, je vous avais prévenu. Mais ça, c'est quand tout va bien. Et parfois, tout va mal. Et c'est le cas après un accident vasculaire cérébral, un AVC. Car après un AVC, la commande qui part du cerveau et descend jusqu'au gastrocnémien perd en intensité et en précision. Résultat, plus de catapulte dans le mollet. La marche est alors un combat. Elle devient lente, difficile, fatigante, et le risque de chute explose. Et c'est là que ma seconde passion intervient. J'ai transformé mon laboratoire en studio hollywoodien. Imaginez le décor. Un plateau de 200 mètres carrés, cerné par 20 caméras infrarouges. Au centre, le casting. 60 acteurs que j'ai recrutés pour leur histoire. Tous ont survécu à un AVC. Leur rôle, c'est de marcher, mais à moitié nus, et la peau constellée de petites billes réfléchissantes et une sonde d'échographie fixée au mollet. Un peu étrange comme costume, mais nécessaire pour faire de la motion capture. Vous voyez Gollum dans Le Seigneur des Anneaux ? Même technologie. J'ai pu enregistrer leur marche au millimètre près. Et pour voir à travers la peau, l'échographie a pris le relais. Je lance la scène, et là, magie du cinéma. J'ai vu en direct le gastrocnémien lutter pour tirer sur le tendon d'Achille et charger la catapulte. C'est dans la boîte. Aujourd'hui, mon tournage est terminé. Mes acteurs sont rentrés chez eux, héros anonymes de la recherche. Moi, je suis en plein montage. Des heures d'échographie à mesurer, pas après pas, image après image. Grâce à elle, je peux enfin dire ce qui coince à mes acteurs. Est-ce que c'est leur muscle qui est trop faible pour tirer sur le tendon ? Ou est-ce que c'est leur tendon qui est devenu un vieil élastique et ne peut plus propulser le pied ? Une fois terminé, mon film révélera les coulisses du mollet après un AVC. Pourquoi est-ce que le pied avance si difficilement ? Et surtout, comment on peut le corriger ? Et grâce à ça, j'espère bien réécrire le scénario de la marche de mes acteurs et leur offrir enfin une happy end, sortie en salle prévue en 2027. C'est pas terrible. Merde. Thomas Lechart. Je vous demande à présent d'accueillir notre 7e candidate, Brunhilde Poncy.
CHU de Nantes, laboratoire CRCI 2NA Nantes, centre de recherche sur le cancer et l'immunologie d'Angers. Et le sujet de thèse, détection des biomarqueurs TEP-IRM de cardiomyopathie arythmogène. Brunhilde, c'est à vous. Des histoires de conquête, on en connaît tous. Christophe Colomb, qui espère trouver les Indes en traversant l'Atlantique. Sacha, qui part explorer le monde et attraper tous les Pokémon. Moi, dans ma thèse, c'est un cœur que je veux conquérir. Enfin, des cœurs. Ceux des patients qui souffrent de cardiomyopathie arythmogène du ventricule gauche. Un nom presque plus long que ce que l'on sait de la maladie. C'est une maladie génétique qui se caractérise par l'apparition de cicatrices sur le muscle cardiaque. Le cœur peut alors se mettre à battre de façon irrégulière et le patient risque l'arrêt cardiaque. Vous vous rappelez ces cartes du monde médiéval ? Les côtes sont floues, les continents mal dessinés et l'Amérique n'a pas encore été inventée. La cardiologie, c'est un peu le Moyen-Âge de la cartographie. On est loin de tout connaître du cœur et de ses maladies. Mais progressivement, on trouve des outils un peu plus précis qui rendent les contours de la carte un peu moins flous. Pour poser un diagnostic, on a besoin de voir le cœur. Dans mon hôpital, les patients ont la chance de pouvoir faire une TEP-IRM, un examen encore rare en France. Réunis en une seule machine, l'IRM permet de voir la structure du cœur, tandis que la TEP, ou tomographie par émission de positons, montre son activité. Sauf que les cardiologues, ils galèrent. Difficile pour un humain de voir plusieurs images en même temps d'un cœur qui en plus est en 3 dimensions. Pour les aider à mieux comprendre cette maladie, j'utilise l'intelligence artificielle pour combiner les données IRM et TEP de chaque patient, dans l'espoir de faire émerger des informations nouvelles, invisibles à l'œil nu. Il faut que je vous avoue, pour garantir l'anonymat de mes patients, je les ai tous renommés comme des Pokémon. En comparant tous les Pokémon, l'IA établit automatiquement la liste des combinaisons de caractéristiques IRM et TEP du cœur. Elle crée donc un compte-rendu similaire à celui des médecins, mais plus rapide et plus complet. En gros, elle obtient leur fiche Pokédex. Ensuite, j'essaie de déterminer s'il existe des corrélations entre les données images et les données cliniques, comme le sexe, l'âge ou la survenue d'événements cardiaques. Ce Pokémon a de l'inflammation ? Type feu, risque élevé de myocardite. Celui-là a des cicatrices sur son muscle cardiaque. Aïe, type roche, il va falloir le surveiller. À la croisée des chemins entre carte du monde et carte Pokémon, je navigue finalement sur cette célèbre citation presque du Petit Prince. On ne voit rien sur le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Brunhilde, concis. Accueillons à présent notre 8e candidat. Il s'agit d'Adrien Delanoë. Le Mans Université, laboratoire IMMM, Institut des molécules et matériaux du Mans. Sujet de thèse, impact des interfaces sur les propriétés thermomécaniques des matériaux polymères. Adrien, c'est à vous. Allez, un petit café pour commencer. Un gobelet, bon, en plastique. Ah, ça brûle. Oh, et je m'en suis mis partout en plus. Non mais la honte quoi, pour un spécialiste des plastiques. Un comportementaliste même. En fait, quand j'ai versé le café chaud, le gobelet est devenu tout mou, comme s'il se transformait avec la température. Mais ça tombe bien, dans ma thèse, je regarde comment le plastique évolue quand on le chauffe. Mais pas le plastique des gobelets, ceux beaucoup plus sensibles. Ceux qu'on retrouve dans les écrans de téléphone, dans les batteries. Eux aussi, ils chauffent. Le problème, c'est que dans un écran de téléphone, le plastique est ultra fin, environ 1000 fois plus mince qu'un film alimentaire. Alors, vous allez me dire,
comment étudier des individus aussi petits? Eh bien pour ça, j'utilise un outil de pointe. Le microscope à force atomique. Ça rigole moins d'un coup. J'avais l'air d'un rigolo tout à l'heure avec mon café. Mais est-ce que quelqu'un dans la salle a un microscope à force atomique? Je crois pas, non. Mais bon, je vous explique ce que c'est. Une pointe ultra fine, montée sur un petit levier. Je la balade à la surface de mes matériaux et elle réagit avec eux. Résultat, je peux reconstruire une image extrêmement précise de leur surface. Ce serait comme lire du braille à l'échelle des atomes. On va pas se mentir, ils m'ont chauffé ces plastiques ce matin. Mais ça tombe bien, moi aussi je les chauffe. Cette fois-ci, je plante la pointe et je regarde la force nécessaire pour la retirer. Ça me permet de savoir à qui j'ai affaire. Je commence à 30 degrés et je monte jusqu'à 150. Et là, je remarque qu'à certaines températures, le plastique change de personnalité. Prenons l'exemple du polystyrène. Un individu d'apparence bien ordinaire. À température ambiante, il est rigide, cassant, bref, un vrai dur. Mais lorsque l'on dépasse 100 degrés, il devient un vrai mou. Et lorsque l'on dépasse 150 degrés, Monsieur Polystyrène devient un vrai pot de colle. Le genre de type dont ma pointe a du mal à se débarrasser. Mon travail, c'est de repérer exactement ces changements de propriété. Et sur des films aussi fins, c'est pas toujours facile. Parce que, selon l'usage, on n'a pas besoin du même comportement. Un dur, un mou, un collant. Alors oui, ce matin, un gobelet m'a trahi. Mais grâce à mes analyses, je sais désormais quand et pourquoi il a changé de comportement. Et cette information est précieuse dans un monde où nos plastiques dirigent tout. Adrien Delanoë. Candidat numéro 9, Nathan Crenier. Université d'Angers, laboratoire Mythovasque, physiopathologie mitochondriale et cardiovasculaire, sujet de thèse, caractérisation de la marche chez le patient vasculaire. C'est à vous. Vous êtes sur un trail, tout va bien. Vous partez pour battre votre record personnel. Et au bout de 200 mètres, vos mollets prennent feu. Et là, bam, la crampe, la vraie, celle qui vous arrête net, qui remet en question toute votre vie. Pourquoi je cours? Pourquoi je fais ça? Bon, ok, j'avoue, j'abuse peut-être un peu. Mais pour ces patients atteints d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, AOMI, ce sont les mêmes symptômes. Sauf que la crampe ne vient pas d'un manque d'eau, mais d'un dépôt de mauvaise graisse qui vient boucher ses artères. Le sang ne passe plus, les muscles souffrent, tout ça à cause de ce bouchon. Pour ces patients, 200 mètres, c'est leur Everest. Pendant qu'Inoxtag s'entraîne à toucher le sommet, eux, leur montagne, c'est la boulangerie juste à côté. Ma thèse, c'est de leur offrir 50 mètres de liberté en plus. 50 mètres pour jouer avec leurs petits-enfants et aller à cette boulangerie. Et qu'ils puissent encore le faire dans 5 ans. Mais pour y arriver, il faut les accompagner comme des sportifs de haut niveau en 3 étapes. Première étape, on analyse le terrain. Avant de gravir un sommet, on regarde par quel côté on va monter. Et on choisit la meilleure voie. Et on prédit la météo pour éviter les tempêtes. Chez les AOMI, c'est pareil. Leurs tempêtes, ce sont les artères qui se bouchent jamais au même endroit. Pour certains, ce sont dans les fesses, pour d'autres, dans les cuisses ou les mollets. Et ça change tout. Alors, j'analyse les obstacles de ce parcours. Les facteurs de risque, en gros. Tabac, diabète, cholestérol, âge. J'essaie de prédire où ce bouchon va se former à cause de ces obstacles. Deuxième étape, on analyse la marche. Chez les AOMI, dès que la douleur arrive, le pas se raccourcit, le pied change d'attaque, le rythme s'effondre. Ce sont les premiers signes de la maladie. Troisième étape, on commence l'entraînement. Comme pour préparer un trail, il faut progresser étape par étape.
Alors, je développe un programme d'activité physique à domicile. Tests physiques, endurance, fractionné, tout y passe. Est-ce que c'est bon pour vous? Le programme est sur mesure pour aider et accompagner le patient durant 12 semaines. Avec cette thèse, je trace la carte, je lis la foulée, je construis l'entraînement. Tout ça pour que ces patients puissent refaire leur trail quotidien sans s'arrêter au bout de 200 mètres. Juste marcher librement. Nathan Crenier. Notre candidate numéro 10, Amina Benatala. École vétérinaire Oniris Vétagro-Bio, unité BIA, biopolymère, interaction, assemblage, sujet de thèse, oxydation des tanins condensés en milieu complexe et modèle, impact sur leurs propriétés d'interaction avec des protéines modèles. Amina, c'est à vous. Hello my beauties, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une pépite à vous présenter. Cette poudre magique pour faire des burgers végétaux. C'est healthy, c'est français, c'est plein de protéines et je vous jure, on croirait de la viande. Et grâce à mon code promo Beauty20, vous avez moins 20%. Allez, posez votre matcha et entrons dans le backstage. Car entre l'image parfaite, 10 fois filtrée et instagrammable qu'on like, et la réalité de ce qu'on mange, il y a un monde invisible, celui des molécules. Vous le savez, les industriels sont obsédés par la création de steaks végétaux. Le problème, les végétaux ne réagissent pas comme la viande. Dans ma thèse, j'étudie le comportement des protéines de fèves afin de mieux maîtriser le développement de nos nouveaux steaks végétaux. Imaginez qu'à l'intérieur d'une structure d'une graine existe un réseau social invisible. Dans ce réseau, il y a d'une part les protéines, cette communauté bienveillante. Ils construisent nos muscles et nourrissent notre corps. Et puis il y a les autres, les haters, les tanins. Ce sont ces molécules qui donnent cet effet bouche sèche. Sympa dans un bon vin, beaucoup moins quand tu croques dans une banane verte. Ils sont très bénéfiques pour le cœur, mais ils adorent s'en prendre aux protéines. Leur spécialité, les bloquer, les faire taire. Un peu comme des haters, très motivés en commentaire. Pour comprendre leur comportement, je prends un tanin que je mets dans un bain basique, l'opposé d'acide. Au bout de 5 heures, j'observe l'apparition de tanins beaucoup plus grands. J'observe ces nouveaux tanins grâce à une technique d'analyse, la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. Un mot un peu savant, mais c'est comme si je sélectionnais les profils Insta qui m'intéressaient, que je tapote pour faire défiler les stories, jusqu'à trouver la story intéressante. Des fois c'est vrai, il faut tapoter longtemps. Ensuite, je positionne mes tanins face à ma protéine. L'apparition de troubles dans ma cuve représentait exactement un clash sous un post Insta. Les tanins attaqués, la protéine répliquée, et je me retrouvais avec des protéines agrippées par des tanins au fond de ma cuve. Il est temps alors d'observer le dégât laissé par ces duels. Pour cela, j'observe la lumière émise par ma protéine. Ma protéine brille beaucoup moins en présence de tanins. Toutes ces interactions, tanin-protéine, influencent directement la structure et la stabilité d'un steak végétal. En maîtrisant ces interactions, on peut améliorer la qualité de nos steaks végétaux, sans additifs inutiles, en s'appuyant sur ce que la plante fait déjà. Avant de scroller, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis bonne âme mes beautés. Amina Benatala. Allez, je vous propose à nouveau un rapide intermède avec un petit questionnaire. Sortez votre téléphone. On a 2 questions à vous poser. La première, une liste de noms, une liste de prix Nobel. Et selon vous, bien lesquels ont étudié en Pays de la Loire, alors que ce soit au niveau lycée ou au niveau de l'université. Il y en a qui ont étudié ici et en Pays de la Loire et qui sont devenus prix Nobel. Philippe Aghion, Annie Ernaux, Denis Mukwege, Anne Lullier ou Pierre Agostini.
Alors, voilà, c'est départagé. Pas de doute sur Pierre Agostini. Allez, on bloque les votes. Et oui, voilà, Denis Mukwege, qui est, vous le savez, prix Nobel de la paix en 2018, et puis Pierre Agostini, qui a obtenu le prix Nobel de physique en 2023. Denis Mukwege, il a étudié la gynécologie à l'université d'Angers, et Pierre Agostini, il est bachelier au lycée de La Flèche, et donc ils reçoivent tous les deux un prix Nobel. Évidemment, c'est une grande fierté. Allez, une autre question pour susciter un peu votre curiosité. Où peut-on travailler, finalement, lorsqu'on obtient un doctorat? Où est-ce qu'on peut retrouver nos futurs doctorantes et doctorants? Dans quel secteur, dans quel univers pourront-ils évoluer? Vous avez plusieurs types de réponses. Laboratoire, administration publique, entreprise du secteur privé, musée, jeux vidéo, cinéma, enseignement. Bref, où pouvons-nous retrouver l'ensemble? Ouais, je crois que là, on a quand même un consensus. Effectivement. Là, on ne vous a pas trompé, bien entendu, vous avez compris, l'idée c'était de voir que lorsqu'on est docteur, eh bien, on peut travailler dans tous les secteurs d'activité, qu'ils soient privés ou publics, et puis également dans l'industrie, dans le jeu, le cinéma, bref, les doctorantes et les doctorants, on les retrouve partout. Les portes s'ouvrent lorsqu'on est docteur. Voilà, merci à vous d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à nos petites questions. On poursuit avec notre troisième et dernière session à présent. On va accueillir la candidate numéro 11. Je vous demande d'accueillir Mariem Ben Romdan. Pardon Mariem, j'ai peut-être été un petit peu trop rapide. Le Mans Université, laboratoire CREN, centre de recherche en éducation de Nantes. Le sujet de thèse, dynamique et enjeux identitaires de la pluralité linguistique en Tunisie, expérience socio-langagière, histoire de transmission et d'appropriation, approche biographique intergénérationnelle. Mariem, c'est quand vous voulez. Jouons aux 7 familles. Dans la famille Benari, classe moyenne de Tunis, j'appelle la grand-mère. Leïla, 80 ans, parle peu, sauf quand ses petits-enfants lui cachent la télécommande. Inambouk. Ça, c'est du tunisien. Oh, impossible. Non, c'est vrai. Ça, c'est Aïda, la mère. 40 ans, gossipant au téléphone avec sa cousine. Mourad, le père, la reprend. En arabe, Aïda. Pas l'arabe de mamie, non. On l'appelle littéraire, classique, standard, que dis-je? L'officiel. L'arabe des temps immémoriaux de la belle littérature d'Égypte et de Syrie. Et puis il y a Lina, 18 ans, la petite fille, pour qui ces débats sont so 2011. Ok, boomer, l'anglais, c'est l'avenir. Elle a appris en écoutant du Kendrick Lamar, et puis le turc et le coréen en regardant des séries Netflix. Son objectif, travel the world, habibi. Et puis il y a le cousin Mahmoud qui se fait appeler Raffaello depuis qu'il a traversé la mer direction Napoli. Et puis il y a temps mort. Ouf. Revenons aux règles du jeu. Dans la constitution tunisienne, il est écrit que la Tunisie, comme la France ou la Corée du Sud, n'a qu'une seule langue. Eh bien, dans ma thèse, j'essaye de comprendre l'écart entre mes cartes et les règles du jeu. Je toque chez des familles comme celle-ci, avec mes questions et mon enregistreur, afin de recueillir leurs expériences socio-langagières. Qui a appris quelle langue? Comment il ou elle l'utilise? Et surtout, qu'est-ce qu'elle représente pour eux du point de vue politique, identitaire, mais aussi affectif? De mamie qui n'a jamais réussi à apprendre l'école
apprendre le français à coups de bâton à l'école coloniale, à maman pour qui cette langue est synonyme de classe, de papa qui s'indigne du mélange des langues des jeunes qui ne savent décidément plus parler, à la jeune Lina qui écrit ses slogans de manif en tuniso-franglais. Ces expériences croisées me renseignent sur comment chaque génération a traversé les mutations politiques et linguistiques du pays. Indépendance, révolution, printemps arabe, autant d'événements qui ouvrent le débat sur la place d'une langue dite coloniale comme le français ou la reconnaissance des langues nationales comme le Tounsi ou le berbère. En gros, dans ma thèse, je confronte histoire nationale et histoire familiale afin de montrer que les générations changent et qu'une famille ne fait ni une langue ni une nation. Vous aimez bien ma famille? À vous maintenant. Mariem Ben Romdan. Je vous demande à présent d'accueillir notre candidate numéro 12, Juliane Serroni. Nantes Université, laboratoire CRCI 2NA, centre de recherche sur le cancer et l'immunologie d'Angers, sujet de thèse, potentialisation d'une stratégie immunothérapeutique pour l'éradication des gliomes de haut grade. Juliana, c'est à vous. Mon grand-père disait toujours, le miel renforce les défenses immunitaires. Malgré tout, une cuillère de ce nectar ne suffit pas toujours. Je suis alors devenue apicultrice. Sauf que mes ruches sont les cerveaux humains, où chaque cellule est une abeille. Elles sont des milliards, organisées et efficaces, une parfaite harmonie. Il arrive pourtant que des abeilles dégénèrent. Animées de folie meurtrière, elles pillent les ressources de la ruche, détruisent les alvéoles et empêchent leurs congénères de travailler correctement. Heureusement, les sentinelles immunitaires de la ruche veillent à l'ordre et les éliminent. Mais toutes les ruches ne sont pas égales face au danger. Parfois, les sentinelles échouent, les abeilles dégénérées colonisent la ruche et c'est l'invasion. On parle alors de gliome de haut grade, le plus agressif des cancers du cerveau. Chaque année, des adultes et des enfants décèdent car les traitements sont inefficaces. C'est un véritable désespoir thérapeutique. Ma mission ? Sauver nos ruches. Avec mon équipe de chercheurs apiculteurs, on s'est rendu compte que les abeilles dégénérées, nos cellules cancéreuses, pouvaient être éliminées par des gardiens immunitaires venus de l'extérieur de la ruche, les lymphocytes gamma delta. Mais sans mon aide, leur victoire n'est pas totalement écrasante. Nous avons donc observé les cellules cancéreuses en quête de leur déceler une faiblesse. Bingo! Certaines d'entre elles portent à leur surface une grande quantité de molécules appelées gangliosides. C'est un mélange de sucre et de gras. C'est comme si nos abjectes abeilles ne sentaient pas la rose, mais plutôt un lendemain d'indigestion. On a alors conçu un nouvel organe de reconnaissance pour nos gardiens gamma-delta, une sorte de nez artificiel ultra développé qui détecte les notes fétides émises par les abeilles dégénérées. Je leur fournis le plan de fabrication de ce nez, puis j'organise des rencontres avec les cellules cancéreuses. En théorie, un lymphocyte bien équipé repère les gangliosides et élimine beaucoup mieux les cellules cancéreuses. Le problème, c'est que certaines d'entre elles survivent encore. Ma solution ? Traiter les cellules cancéreuses avec un médicament qui augmente le nombre de gangliosides à leur surface. En bref, je pousse les abeilles dégénérées à émettre des flatulences pestilentielles. Je leur apporte du pollen saveur sucre et gras d'œufs pourris, elles s'en délectent, font une petite indigestion et ça sent la défaite. Elles deviennent immanquables pour nos gardiens gamma-delta. Le mode Terminator activé, il les éradique et l'harmonie revient. Chouette, non ? Alors aujourd'hui, s'il était encore là, je lui dirais « Papy, finalement, je suis un peu comme du miel, car moi aussi, je renforce les défenses immunitaires. » Juliane Serroni. 13e candidate, je vous demande d'accueillir Amandine Passin.
Le Mans Université, laboratoire IMMM, Institut des molécules et matériaux du Mans, sujet de thèse, identification et quantification des produits de dégradation émis lors des processus de vieillissement d'un plastique, impact de sa composition et des conditions d'utilisation. Amandine, c'est quand vous voulez. Bienvenue dans mon jardin. Voici mon salon de jardin. Et là, dans son bocal, Bubule. Oui, mon poisson rouge prend l'air. Salut Tom. Oui, installe-toi. Ça va Tom, tu t'es pas fait mal? Ah oui, j'ai oublié de prévenir. Mais mon salon de jardin, il est vieux et en plastique. Alors, il se casse. Oui, Tom, je vais t'aider. Mais en fait, tu tombes bien, si je peux me permettre, parce que c'est exactement ça, ma thèse. Comprendre ce que devient un plastique quand il vieillit. Regardons cette chaise. Neuve, elle est composée de deux choses. De très longues chaînes de molécules, emmêlées comme une pelote de laine. On appelle ça un polymère. Et pour l'améliorer, des petites molécules, les additifs. Par exemple, un anti-UV, c'est comme une crème solaire, mais pour le plastique. Dans mon laboratoire, je fais vieillir des plastiques plus vite. Je reproduis ce que la nature lui fait subir. Le soleil avec une lampe UV, la pluie avec de l'agitation mécanique. Et j'étudie ce qu'il se passe. D'abord, le plastique perd du poids. Ses chaînes se cassent et une petite partie s'évapore, sous forme de molécules volatiles, comme du CO2. Oui, nous respirons une petite partie du plastique. Attendez, j'ai pas fini. Vous avez vu, Tom, la petite poussière blanche sur ses doigts? À l'œil nu, on la voit à peine. Mais avec mon microscope, un morphomètre, je les vois. Ce sont des microplastiques, des morceaux de plastique minuscules, parfois 1000 fois plus petits qu'un grain de sable. J'étudie leur taille, leur forme et même la chimie qu'il y a à leur surface. Regardons ce que la pluie emporte. Je traque les atomes. Si je trouve du carbone dans l'eau, c'est qu'il y a du plastique. Si je trouve de l'azote, c'est qu'il y a des additifs. Je sais alors que la pluie n'emporte pas seulement le plastique, mais aussi sa crème solaire. Et tout ce plastique, où est-ce qu'il finit? Dans l'aquarium de Bubule. Alors non, Tom, t'es pas le seul à souffrir avec ta chaise cassée. L'objectif de mon travail, mettre en évidence ce que devient le plastique. Parce qu'il ne disparaît pas, il se transforme. Et ainsi anticiper son impact sur l'environnement pour donner les moyens aux industriels de concevoir autrement et aux décideurs des outils pour mieux réglementer. Pour que nous et Bubule ne vivions plus dans un monde pollué par le plastique. Amandine Passin. Nous accueillons à présent le candidat numéro 14, Maël Chamings. Centrale Nantes, laboratoire GEM, Institut de recherche en génie civil et mécanique, et puis le LS2N, laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Sujet de thèse, création d'un outil d'aide à la décision pour la conception low-tech de bâtiments. Maël, c'est quand vous voulez. Il était une fois 3 petits cochons. Le premier habitait une luxueuse villa avec piscine et frigo connecté. Il s'élardait sur son transat de tout son long quand tout à coup surgit le loup. Voyant que ce palace ne respectait pas les limites planétaires, mais si, vous savez, ces seuils qu'il ne faut surtout pas dépasser pour garder une terre habitable. On en a déjà franchi 7 sur 9. Le loup avala le porcelet tout cru. Voyant ça, le deuxième petit cochon prit peur. Il jeta hors de chez lui tout ce qui consommait des ressources. Son lit, sa cuisinière, sa machine à laver. Pour survivre dans sa cabane, il ne garda qu'un tonneau, une bougie et sa paillasse. Arriva le loup. Ok, je respecte les limites planétaires. Par contre, j'aimerais vraiment pas habiter ici. Et il le croqua.
Et oui. Le troisième petit cochon, c'est vous. Pourrez-vous échapper au loup? Ma thèse va vous aider à construire votre maison pour qu'elle rentre dans les limites planétaires, tout en conservant ce que vous considérez comme suffisant pour vous épanouir. Et c'est ça la low-tech. La lo quoi? La low-tech, c'est une démarche de conception. Elle vise à maximiser l'utilité sociale d'un système, votre maison, tout en minimisant son empreinte environnementale. Pour ça, vous questionnez vos besoins. Vous ne gardez que l'essentiel. Vous réduisez également la complexité technologique de votre logement. Non mais franchement, vous avez vraiment besoin d'un frigo connecté qui fait votre liste de courses à votre place? Je sais pas moi, un garde-manger, un stylo, ça ne suffit pas. Alors, pour vous aider à construire votre maison, je vais avoir besoin de 3 outils. Premièrement, je dresse pour vous une liste de critères. Quel respect des limites locales et planétaires? Quelle sollicitation de réseaux locaux de constructeurs? Quelle adaptabilité du bâtiment en fonction des besoins des usagers? Ces critères seront validés lors d'entretiens semi-directifs par des professionnels du bâtiment. Deuxièmement, je conçois pour vous des fiches techniques de construction et conception low-tech afin de vous orienter sur des solutions concrètes en fonction de vos contraintes. Une première entreprise de construction générale m'aide dans mes recherches. Troisièmement, j'applique une méthode de calcul permettant d'évaluer la valeur environnementale, sociale et économique de votre maison low-tech par rapport à un bâtiment conventionnel. La deuxième entreprise qui m'emploie est justement spécialiste de cette triple comptabilité. Parfait. On a tout ce qu'il nous faut pour concevoir une maison sobre, confortable, qui rentre dans les limites planétaires. Ah, et si jamais vous croisez le loup, avec tout ce que vous avez appris aujourd'hui, il ne vous prendra vraiment pas pour un jambon. Maël Chamings. Je crois que si vous avez encore un peu d'énergie, je vous demande vraiment d'applaudir les 14 candidats. Ça y est, ils sont passés devant vous. Envoyez-leur toute votre énergie positive. Bravo, bravo à vous. Bravo pour votre talent. J'en profite également parce que c'est un travail de longue haleine pour saluer les formateurs qui les ont accompagnés. J'ai envie de les citer. On a Cécile Everard, Yannick Véry, Adrien Gibier et Maëna Géraud, si vous voulez bien les applaudir. Je vais demander et je vais inviter à présent les membres du jury à se retirer et puis à aller délibérer pour choisir la candidate ou le candidat finaliste et lauréate ou lauréat de cette finale régionale Ma thèse en 180 secondes, Pays de la Loire. Voilà. Bon travail à vous. Merci. On va également ouvrir dès à présent votre vote, parce que vous allez élire le prix du public. Alors normalement, s'affiche derrière moi les modalités du vote. Vous les avez dans votre livret. Votez également si vous nous regardez en streaming sur la chaîne YouTube de l'École doctorale des Pays de la Loire. N'hésitez pas à voter. Vous envoyez le code @MTPUNA par SMS au 06 44 60 96 62. N'oubliez pas l'arrobase, il y a bien l'arrobase avant. Voilà. Vous envoyez ensuite un second SMS. Le premier, c'est pour vous connecter à la plateforme. Et le second SMS, vous choisissez votre candidate ou votre candidat avec le numéro de passage que vous retrouvez dans le livret ou que vous avez noté au fur et à mesure des évaluations. Le 1 pour le 1, le 2 pour le 2, etc. Vous avez compris, vous choisissez. Il n'y a qu'un vote possible. C'est gratuit, c'est anonyme, mais vous ne recevrez pas de SMS de confirmation. Voilà, vous envoyez votre SMS, vous avez voté, il n'y aura pas de SMS de confirmation et vous ne pourrez pas voter une seconde fois. On ouvre les votes pendant 5 minutes. En attendant, j'invite Corinne Miral, Muriel Sinanides et Alexis Girin à me rejoindre sur scène, mesdames, messieurs, si vous voulez bien, pour un échange avec vous. On a le collège doctoral du site de Nantes, on a l'université de Nantes.
le CNRS, la délégation régionale Pays de la Loire, et puis l'ambassadeur du doctorat en Pays de la Loire. Si vous voulez bien me rejoindre pendant que le public vote. En régie, vous me dites, quand le vote est clos, n'hésitez pas à me faire un signe. Je vous en prie, venez, venez, venez. J'ai 2 micros. Mettez-vous au centre, s'il vous plaît. C'est votre place dans la lumière. On va pas faire... Je vous donne un micro, il faudra le partager. Je vous en prie, installez-vous. Ah oui, oui, parce que c'est quand même un peu, et beaucoup grâce à vous que nous sommes ici. Donc oui, mettez-vous au centre. Il reste encore quelques minutes, c'est ça, Mégane? Pour le vote, il est ouvert encore quelques minutes? Encore 5 minutes. Alors, pendant que les personnes votent, j'aurais peut-être une première question. Les membres du jury ne sont pas là. On ne va pas citer ni une soutenance, ni un lauréat par rapport à un autre, mais allez, votre état d'esprit après avoir vécu ces 14 candidats. Je commence par vous, Corinne Miral, vous avez le micro. Donc, vous êtes au centre. Donc, voilà. Juste, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre sentiment après ces 14 présentations de haut vol? Alors, on va ouvrir les micros, peut-être? Sont-ils allumés? Prenez. Oui, voilà, il est allumé normalement. 2, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Oui, comme vous le disiez, ce sont des présentations de très haute qualité. On l'a vu ce soir avec des sujets extrêmement divers. Donc en effet, on a eu l'opportunité de découvrir qu'un doctorat, ça peut se faire dans toutes les disciplines. Donc on en a vu un certain nombre ce soir. Donc c'est un élément, je pense, qu'il faut partager. Et puis on a vu ce soir aussi que les candidates et les candidats, donc doctorantes et doctorants qui se sont présentés devant vous, vous ont présenté leurs travaux, ont fait un gros travail de façon à pouvoir le partager avec vous. Et j'espère que vous vous êtes rendu compte en fait que ces travaux sont directement liés au quotidien, que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui ont présenté sont des créateurs, sont innovants, mais pour autant qu'ils sont complètement ancrés dans le quotidien et qu'ils nous permettent d'avancer. Ils étaient extrêmement brillants ce soir. Corinne Miral, vous co-dirigez le collège doctoral du site de Nantes. Et j'aimerais doctorantes et ces doctorants leur permettre d'avoir la scène, d'être sous la lumière et voilà, offrir leurs travaux, les faire sortir des laboratoires. Et je parlais de rôle modèle, c'est vrai pour tout le monde finalement. Lorsqu'on a comme ça ces doctorantes et doctorants devant nous, on peut se projeter. Et ça, c'est aussi la force de ma thèse en 180 secondes. Complètement. C'est un exercice qui permet en fait de faire découvrir ce qui se passe au sein des laboratoires, de le faire découvrir au grand public, puisque ce soir on a à la fois des scolaires, des industriels. Alexis nous en parlera tout à l'heure, notre ambassadeur du doctorat. Et c'est vraiment cette force de MT 180 qui est de partager la recherche et de pouvoir faire la preuve que cette recherche est accessible. Et là, pour porter le plus grand nombre, en fait. Ouais, et incarner. Muriel Sinanides, vous êtes déléguée régionale Pays de la Loire du CNRS. Peut-être alors la même question. Comment vous avez vécu alors j'allais dire cette soutenance, mais non, c'est ce concours. Il faut l'appeler le concours. C'est un concours. 14 candidates, 14 candidats, candidates et candidats. Ils ont tout donné. C'est des mois de travail. C'est quand même impressionnant ce qu'ils sont capables de faire en 180 secondes. Oui, ça passe, bien sûr, très vite. Pour ce début de soirée, ce que j'ai surtout ressenti, là, j'ai trouvé dans les présentations beaucoup de poésie et puis beaucoup de rêves. C'est-à-dire que tous, ils ont un objectif qui nous paraît, lorsqu'en particulier on n'est pas scientifique, vraiment une montagne à gravir. Et en effectivement 3 minutes, ils sont capables de nous démontrer à la fois l'enjeu de leur recherche aujourd'hui, mais aussi comment ils travaillent, avec qui. On sait, il y avait des mots-clés qui sont apparus tout à l'heure, que ça peut être long, que ça peut être laborieux, mais on sent une formidable énergie et ça nous donne, je crois, beaucoup d'optimisme par rapport au sujet
souvent très graves, très sérieux toujours, mais parfois aussi très graves, qu'ils ont mis en avant. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très puissant. Muriel Sinanides, ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, ces doctorantes et ces doctorants, ils étaient seuls sur scène, mais ce que vous aimez rappeler, ce que vous aimez pointer, c'est que c'est aussi un travail d'équipe qui débute au sein d'un labo, et on n'est pas seul finalement dans un labo. C'est pas l'image d'Épinal, heureusement battu en brèche maintenant, du chercheur fou, tout seul dans son laboratoire. Non, on est ouvert sur le monde, on travaille en équipe. Ça aussi, c'est la force du doctorat. Après, j'espère quand même que ces doctorantes et ces doctorants sont un peu fous, qu'il y ait de la folie, de la créativité dans ce qu'ils font au quotidien. Et c'est vrai qu'ils ont tous un port d'attache. Ce port d'attache, c'est un laboratoire, une équipe de recherche, avec des ingénieurs, des techniciens, mais aussi des enseignants-chercheurs, des chercheurs, qui chaque jour les challengent, les interpellent, eux-mêmes les interpellent, et on sait quand on rencontre les chercheurs et les ingénieurs combien cette collaboration est fructueuse. Voilà. Donc c'est un collectif, bien sûr, c'est un doctorant, une doctorante au service de ce collectif et vice-versa. Ouais. Et ça, c'est oui, super. c'est ça. Ouais. Merci de le rappeler. Alexis Girin, vous êtes ambassadeur du doctorat. Alors, avant même de nous expliquer ce qu'est ce rôle, cette mission d'ambassadeur du doctorat, même question, comment vous avez vécu ce moment Alors, il y avait de la poésie, il y avait de l'intensité, de la qualité. Et quels mots vous pouvez retenir, vous? Ce que je retiens, c'est que 180 secondes, ça passe très vite. Je pense que pour eux, c'était plus long que nous. Enfin, moi, personnellement, je ne me suis pas ennuyé du tout, bien au contraire. Ouais. Et puis, quand j'ai passé ma thèse, il n'y a pas si longtemps, souvent on me demandait, mais à quoi ça sert? C'est pour faire quoi? Là, je pense que personne ne peut poser cette question après les prestations qu'on a eues sur la thèse qu'ils sont en train de faire. Pardon, on m'appelle en même temps en régie. C'est une oreillette, mais à distance. On me transmet un message. On a eu un tout petit souci. Je vous transcris directement. On a un petit souci avec le début du vote. Il faut relancer un vote ou... Ah, donc il y a eu un petit souci technique. Pardon Alexis, juste voilà, il y a eu un petit souci technique. On me fait savoir qu'il y avait un petit souci technique. Donc n'hésitez pas à renvoyer votre choix de vote. Normalement, on peut voter qu'une fois, mais si ça passe, c'est que vous n'avez pas voté et ça n'a pas fonctionné. Pardon mille fois Alexis Girin pour ce petit contretemps. Donc on a entendu votre réponse sur comment vous avez vécu cela. Peut-être double question maintenant, c'est ambassadeur du doctorat, c'est quoi dans un premier temps? Et puis ensuite, quelles compétences on développe? Parce que vous êtes docteur, mais vous êtes en entreprise, dans une entreprise industrielle. Vous recrutez des docteurs avec un E à la fin et un S. Ça, c'est important et j'aimerais qu'on y revienne. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces profils? Mais d'abord, ambassadeur, c'est quoi? Ambassadeur, l'idée, c'est de porter une parole, j'espère la bonne, sur à quoi peut mener un doctorat. En fait, moi, j'ai une carrière qui va du laboratoire de recherche à l'industrie, et c'est montrer que, avec un doctorat, on peut faire plein de choses, un peu comme la question qu'il y a eu sur les domaines d'activité ou les secteurs accessibles à travers le doctorat, où toutes les réponses étaient bonnes. C'est un peu la même chose dans une entreprise, que ce soit industrielle ou autre, où avec un doctorat, on peut faire plein de choses différentes, parce que, à travers un doctorat, on a acquis une expertise certaine, mais je ne suis pas sûr que sur un vote de combien de docteurs travaillent encore 20 ans après sur leur domaine de thèse. Mais cette expertise, elle a plein de rebondissements possibles. Et moi, dans l'entreprise, j'ai une quinzaine de docteurs qui ont plein de métiers différents et qui sont tous mués par la même énergie et les mêmes compétences qu'ils ont acquis dans leur doctorat. Alexis Girin, vous me disiez dans votre entreprise que cette quinzaine de docteurs, finalement, ils ne sont même pas dans le service R&D. Là où on pourrait se dire, ils sont chefs de projet, ils travaillent avec des ingénieurs, etc. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont là ce soir. Vous les avez embarqués un docteur ce soir. Et une docteur qui sont là. Merci d'être avec nous ce soir. Voilà, donc ça répond au questionnement. C'est pas figé, fléché, R&D. Les métiers sont multiples. Il y a de multiples métiers, et puis vous savez, quand on recrute pour des savoir-faire et des savoir-être. Et les savoir-être d'un docteur sont quand même assez bénéfiques pour une entreprise. Et quand vous recrutez, vous faites toujours aider d'un technique et d'une personne plus sur les savoir-être, les ressources humaines. Et c'est très important que les docteurs en soient conscients, parce que on trouve du travail quand on a un doctorat, on trouve un bon travail quand on sait se vendre.
Bon, eh ben, effectivement, là, c'est tout le mérite du travail de ma thèse en 180 secondes. Corinne Miral, j'aimerais vous poser peut-être une dernière question parce que le temps presse, mais je suis quand même curieux de vous entendre. On a vu, on a entendu des doctorantes et des doctorants qui travaillaient sur des sujets vraiment ancrés, hein, je le disais à un moment, ancrés dans la société, ancrés dans nos attentes, dans nos besoins. Alors, avec des pas de temps qui sont différents, il faut de la recherche fondamentale à 50 ans, voire plus, parce que ça fera qu'on seront des leaders, mais aussi de l'applicatif rapidement. Et ça aussi, c'est quelque chose que peut-être, pour certains, on découvre ici grâce à ma thèse en 180 secondes. C'est en effet complètement la richesse de la recherche. C'est ce que nous avons découvert ce soir et ce que l'on sait bien sûr de la recherche, puisque la recherche, comme vous le disiez, s'entend dans toutes ses dimensions. Ouais. Il est impératif que les jeunes chercheurs, que les chercheurs soient innovants, soient créatifs. Ils travaillent bien entendu à la frontière de la connaissance. Ils se doivent de créer de la connaissance. Mais pour autant, là, on l'a vu ce soir, ces connaissances sont complètement ancrées dans le quotidien, répondent à des enjeux importants, que ce soit des enjeux de société, des enjeux de santé. Et on est vraiment sur, en fait, l'intérêt de la recherche au sens large. Et quelle que soit cette recherche, elle se complète et elle permet d'apporter des solutions pour demain. Ouais, effectivement. Merci de le rappeler, Muriel Sinanides. Une question aussi, alors, qui m'est chère, on l'a évoqué, et c'est pour ça qu'on avait choisi ce questionnaire aussi. La notion de rôle modèle. Comment on fait aussi pour que on n'est plus des stéréotypes, c'est-à-dire les femmes dans sciences humaines, sociales, santé, bien sûr, et puis ce qu'on appelle, c'est pas très joli, mais les sciences dures, là, sous-représentativité, et puis ensuite des plafonds de verre. Comment on fait pour bousculer tout ça? Alors, c'est la question piège que je vous pose, parce qu'en 1 minute, vous n'allez pas régler des problèmes ni en 3 ni en 1 heure, mais je sais que vous avez quand même des éléments de réponse, parce que ça, c'est important pour une société. Oui, juste parce que la société, elle est composée autant de femmes et d'hommes. Hein. C'est une réponse pour le moment d'attente, là, je vous dis. Simplement, c'est la manière dont on accompagne et dont on donne la confiance à notamment des femmes, mais pas que, pour aller plus loin. Après, je crois que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a le collectif aussi, mais qui peut parfois reproduire un petit peu des idées qui ne sont pas toujours acceptables. Mais il y a aussi le collectif, ça part de la famille d'ailleurs, c'est très important. Les enseignants aussi, qui sont très très importants, les encadrants de ces personnes en laboratoire. Et l'important, c'est de dire, ce qui compte, c'est la compétence. Ce qu'on a vu ce soir, c'est la compétence, c'est l'engagement, c'est la motivation, c'est la prise de risque d'aller sur un chemin étroit qui n'a pas encore été exploré. Et c'est comme ça que ces jeunes gens pourront, si en tout cas ils en ont envie dans le milieu académique, avoir une reconnaissance de leur pairs, ou bien rejoindre des entreprises pour apporter leur savoir à des collectifs qui n'ont peut-être pas eu l'habitude de dialoguer, mais qui comprendront très vite qu'on peut tous aller dans la même direction, en apportant bien sûr des compétences différentes. Voilà. Merci, parce que c'était vraiment une question piège. Hein. Nous, on veut que vous répondiez et que vous régliez tous les mots. Merci d'avoir joué le jeu. Peut-être, Alexis Girin, un dernier mot sur ce que vous m'avez dit, que je trouvais très intéressant et qui va plaire à nos doctorantes et nos doctorants. Lorsque vous recrutez un doctorant en entreprise, finalement, vous me disiez, c'est un atout. C'est un atout parce que c'est une caution scientifique, technique, et ça nous ouvre potentiellement des marchés. Ça, c'est important qu'ils l'entendent. C'est un atout, bien sûr. Quand on recrute quelqu'un, on le recrute pour le besoin immédiat, mais aussi pour le projeter. Hein. Le but, c'est de le garder le plus longtemps dans l'entreprise, le faire progresser. Et donc, le doctorat sanctionne quand même un certain niveau de réflexion, de capacité à s'adapter, de capacité orale aussi à présenter, une carte de visite pour l'international. Donc, il y a beaucoup d'atouts qui sont systématiques. Et puis après, quand les doctorants ont de l'appétence pour le milieu industriel, qui est le mien, on trouve toujours plein de choses à leur faire faire. Et très honnêtement, un docteur qui rentre dans notre entreprise,
Dire où il sera dans 5 ans, c'est quasiment impossible parce que c'est aussi lui qui va faire sa carrière dans l'entreprise et qui va amener ses propres atouts. C'est aussi ça qu'on recherche chez un docteur, cette capacité à s'adapter à l'environnement et à apporter toujours plus de compétences, de réflexion, faire évoluer son poste pour être le plus profitable possible à ses collègues et à l'entreprise. Alexis Gérin, Corinne Miral, Muriel Sinanides, merci de votre présence et puis merci de défendre ainsi les doctorantes et les doctorants. Merci mille fois, on vous salue. Ah, il nous reste quelques minutes parce que nos jurés sont toujours en train de délibérer. Je me tourne vers la régie. Oui, ils n'ont pas encore, il n'y a pas encore de fumée blanche, donc on peut échanger. Et pour cela, eh bien, j'invite nos 14 candidats, si vous voulez bien me rejoindre sur scène, parce que on a des journalistes en herbe ce soir qui ont beaucoup de questions à vous poser. Allez, venez, je vous en prie. Oui, venez. Allez, on les applaudit, on les encourage. Il faut qu'ils remontent sur scène, c'est dur pour eux. Mettez-vous au centre et pas trop loin. Voilà, ne vous mettez pas au fond, mettez-vous au centre. Et puis je crois qu'on a des collégiens, des collégiennes, des lycéens, des lycéennes auxquels je vais donner des micros. C'est ça, je ne m'abuse pas. Voilà, mettez-vous. Non, mais voilà, mettez-vous au centre, ne vous cachez pas là. Voilà, mettez-vous devant. Voilà, votre place est au centre. On m'avait dit qu'on aurait collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes. Ils arrivent. Allez, venez. On les encourage parce que c'est pas facile. Ce sont nos journalistes en herbe. Ah, ils se congratulent. Venez. Rejoignez-nous. Je crois que vous avez beaucoup de questions. Bon, d'abord, ça y est, ouf, c'est quoi? C'est ouf le mot général, ouf pour tout le monde. Ouais. On va essayer de pas vous faire attendre trop longtemps. Dès que la fumée blanche sort, dès que les résultats sortent, on arrête tout, on renvoie tout le monde dans la salle et on fait les révélations. Bonjour, un micro. Venez, votre place, elle est là, c'est la mienne. Je crois qu'on a également. Venez, bien sûr, c'est vous qui allez travailler maintenant. Ah si, tiens, tu tiens le micro. On a également 2 lycéennes qui me rejoignent. Venez, je vous en prie. Oui, on peut les applaudir, on peut les encourager. Bonjour, je vous en prie, mettez-vous là. Alors, je crois que vous avez été très impressionnés par ce qui s'est passé. Ah, ils savent pas. Tu parles en premier, non, c'est toi. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tu as le micro, est-ce que tu peux te présenter et ensuite poser ta question aux doctorants qui sont ici présents et qui vont répondre avec bonheur et plaisir à ta question. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amaury Vallée. C'est pas facile. Alors, tu viens de quel établissement? Je viens du collège Marie-Marvin à Bouguenais. Marie-Marvin, Bouguenais, voilà. Et as-tu préparé une question? Ou vas-tu l'improviser? Peu importe. Est-ce que vous avez eu beaucoup de pression pour faire cette thèse? Alors, pour la soutenance ici, enfin le concours ici, tu veux dire? Ouais, pour le concours. Qui veut répondre à cette notion de stress, de pression? On oublie tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire évacuer la salle, évacuer la cour, évacuer tout. Mais qui veut répondre? Cette notion de stress jusqu'à ce moment-là. Lynn, moi je suis à la facilité. Lynn, et puis après on peut faire circuler le micro, bien sûr. Cette notion de stress jusqu'à aujourd'hui. C'est horrible, c'est hyper stressant. C'est hyper stressant, c'est des mois de travail et on a cette finalité-là, donc mais ouais, très stressant avant de passer, même après pour nos autres camarades. Donc, voilà. Oui, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que pendant les répétitions, en fait, on parle d'un concours, mais ils étaient tous en train de s'encourager. Il y a aussi cette notion de stress que j'ai vue lorsque vous ne passiez pas, mais pour un ou une camarade que parfois vous découvrez pour certains. C'est pas des camarades de longue date, mais pourtant vous étiez dans le même stress. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Merci Lynn de m'avoir tendu la perche. Inès, qui répond? Allez, sur cette notion. Sur la question de la pression et du stress, je pense que oui, il y en a sûrement, mais quand on aime le sujet qu'on fait, au fond, ça revient toujours en fait. Ouais. Même malgré les stress, les petits coups durs. Je pense que quand on aime ce qu'on fait, c'est surtout ça l'important du doctorat. On tient le bon bout. On dépasse le stress. Allez, qui nous pose une question à présent? Eh bien oui,
Ah bah bien, mais voilà, venez. Mais mettez, voilà, ça y est, ils veulent tous être journalistes. Mets-toi devant, s'il te plaît. Voilà, mettez-vous dans la lumière. Moi, voilà. Alors, je te laisse te présenter, ton prénom et puis ton établissement, et ensuite poser ta question si tu veux bien. Moi, je m'appelle Alice Le Wédé, je viens du lycée externe à Chavagne. Je suis en terminale et je voulais savoir comment est-ce que ça vous vient, comment vous vient l'idée de faire une thèse sur un sujet particulier et ensuite combien de temps est-ce que ça vous prend, à quel point vous êtes investi dedans. Voilà, j'ai plus qu'à partir parce que c'est une question super intelligente. Qui s'y colle? Juliane, pour comment on choisit un sujet de thèse, ça paraît incroyable. Et puis combien de temps? Alors, moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Donc, pendant pas mal de mois, je disais que je voulais pas faire de thèse. Mais un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais pas le citer, mais il m'a dit, si ça te plaît à une étape, va à l'étape d'après et vois ce que ça donne. Et en l'occurrence, arrivé au niveau de master, tu peux avoir l'opportunité du coup d'être dans un laboratoire si le sujet te plaît et qu'on peut te proposer d'aller plus loin, c'est-à-dire mener ton petit projet de recherche. Donc, tu y réponds pendant 3 ans. Et franchement, tu as envie de foncer. Et puis en termes de temps, ça prend beaucoup de temps. Franchement, on est minimum à 38 heures semaine, grosso modo. Mais après, ça vous parle peut-être pas. Mais en fait, on est des vrais travailleurs, finalement. On est étudiants, mais on travaille aussi tous les jours au laboratoire. Mais c'est super chouette. Est-ce que quelqu'un veut répondre également à cette question du choix d'un sujet et puis du temps? Alors, le temps, on l'a entendu, mais le choix du sujet, Adrien? Oui. Merci pour ta question. Du coup, je vais parler aussi de mon expérience personnelle. Moi, pour mon expérience, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages dans des laboratoires. Et en fait, c'est juste essayer de faire des stages de recherche, donc dans des laboratoires publics, dans des laboratoires privés, dans des entreprises. Et on te donne des missions de recherche, donc c'est à toi de les mener du début à la fin. Et en fait, si le sujet te passionne, tu as envie de continuer. Et donc là, arrive la question de est-ce que tu as envie de te lancer dans un gros sujet pour plusieurs années? Est-ce que tu as envie d'y mettre tout ton temps? Et ce sera toi l'expert de ce sujet. Et moi, c'est ça qui m'a motivé. Merci pour cette réponse. Qui pose une question? Oui, bien sûr. Ah bah ça y est, maintenant alors il voulait pas tout à l'heure et puis maintenant c'est à moi. Allez vas-y, je te laisse donner ton prénom et puis ton établissement avant de poser ta question. Alors moi je m'appelle Maël et je viens du collège Marie-Marvin à Bougnay. Et du coup j'avais une question, votre thèse vous l'avez écrite tout seul ou vous avez aidé ou des trucs comme ça? Alors qui répond à cette question? La thèse, on est tout seul dans son coin et puis on la rédige. Qui veut répondre? Nathan? Je pense que ça dépend de quelle étape, mais on est suivi par des directeurs de thèse et des encadrants pour certains, co-encadrants, qui nous suivent durant toute l'année, durant ces 3 ans pour certains, des fois plus. Et après, si tu parles juste de l'écriture simple, ça se fait tout seul dans son coin, avec quelques retours quand même de ces directeurs de thèse, que ce soit pour les papiers, parce qu'on doit publier dans des revues internationales par la suite nos recherches avant de soutenir notre thèse. Finalement, l'écriture, c'est la dernière phase. C'est ce qui est le plus simple pour vous ou pas? On se rend pas compte. Non? Alors, non, mais quand j'entends le plus simple, bien sûr, il faut s'y coller, mais on peut pas se dire que voilà, ça y est, le boulot est fait, maintenant, bon, allez, on se lance et c'est parti? On vous dira ça dans 1 an et demi, je pense, pour tous. On croise les doigts, en tout cas. Alors, je crois que tu avais une question à poser. On te donne le micro. Et je te laisse te présenter ton établissement et puis poser ta question. Je m'appelle Chloé et je viens du lycée externe à Chavagne. Et j'avais une question. C'était quoi la plus grande, grosse épreuve ou difficulté que vous avez rencontrée lors du développement de votre thèse ou quand vous avez fait vos recherches? Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus dur? Qui veut répondre? Maëlle? Bon, Maëlle, non, mais tu répondras, on va te donner le micro ensuite. Pareil, je vais faire comme Nathan. Je vais répondre, je pense, selon mon expérience personnelle. Alors, ça peut être l'écriture. Donc vraiment s'y mettre, ça vient petit à petit. Au début c'est dur et puis il faut y revenir plusieurs fois. Et sinon il y a aussi pour certains, ça va être le terrain, la collecte des données, vraiment mettre les mains dans le cambouis. Et puis à un moment, je pense que c'est arrivé un peu à tous les doctorants, on se rend compte qu'on ne trouve pas exactement ce qu'on pensait trouver. Ah oui, ça c'est intéressant. D'où la recherche. Ça dévie en fait, votre sujet peut dévier Exactement. Au gré il peut dévier, il faut savoir vraiment s'adapter, se dire des fois il faut sortir de ses représentations et puis se laisser surprendre aussi par le terrain. Bien sûr. Maëlle, je crois que tu voulais répondre à cette question, je t'ai vu chercher le micro. Ce qui peut être difficile en thèse aussi, c'est de réussir à bien cadrer son sujet.
et à définir ce qui fait partie du sujet et ce qui est à côté. Et donc il y a plusieurs types de sujets. Il y a des sujets qui peuvent être écrits par des laboratoires et une équipe de recherche, et d'autres qu'on peut écrire aussi soi-même pour les proposer, à condition de trouver un D'accord, ça financement. c'est intéressant. Il y a des sujets qu'on vous propose ou que vous proposez. Ça peut être dans les deux sens. Oui, mais souvent, dans tous les cas, on trouve un juste milieu entre Réadapté. ce qu'attend le doctorant ou la doctorante et l'équipe de recherche aussi. Et, Alors là, je suis désolé, par contre on me fait signe qu'on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions. Mais en tout cas, c'est gentil d'être en renfort avec vos camarades. C'est un petit peu en retard. Il y avait 180 secondes pour se décider. Mais merci d'être là avec nous. Pardon Maël. Donc, oui, du coup, réussir à bien définir son sujet de recherche, ça peut prendre du temps et ça peut être un peu frustrant aussi au début de thèse, mais c'est normal de prendre le temps de bien s'approprier son sujet et de bien le comprendre. merci de nous plonger ainsi en coulisses. Alors, je crois que tu avais rédigé une question et je te laisse te présenter et la poser. Alors moi c'est Daniel, je viens du collège La Djurgère. Selon vous, est-ce difficile de faire une thèse en 180 secondes? Le temps n'est-il pas court? Ah oui, sur la présentation, tu veux dire 180 secondes? Ah bah oui, alors 180 secondes, est-ce que c'est le big défi pour vous qui prenait 3 ans normalement et puis plusieurs centaines de pages? Quel type de défi? Juliane, vous faites circuler le micro? Parce que Juliane voulait répondre, mais on prend une autre réponse ensuite. Alors 180 secondes, c'est très très court, comme tu l'as dit, mais après, je le souligne encore, on a été super encadrés, on a eu des super formateurs qui nous ont pas lâchés, on a aussi notre entourage personnel qui a pu participer à notre réussite, parce que je pense qu'on peut se le dire, ce soir c'est une réussite pour tout le monde. Donc voilà, c'est court, mais on est bien préparés et ça le fait plutôt bien. Éline le rappelait, des mois de travail. Tu avais une question, vu que tu étais avec nous? Je te laisse te présenter puis poser ta question. Je suis élève au collège de la Djurgère et j'ai une question. En gros, ça fait combien d'années vous avez prévu cette thèse? Est-ce que c'est depuis le lycée ou depuis le collège? Ah, très bonne question. Vous vous projetiez déjà depuis longtemps, depuis le collège, comme ces jeunes-là? Alors, pas du tout. Moi, j'avais pas du tout prévu de faire des études longues et je me suis retrouvée à avancer petit à petit et à plus se dire en final, je commence à bien aimer la recherche. Finalement, je retourne aux étapes que tu racontais tout à l'heure. Ah oui, ça j'aime bien. Je vais continuer. Et pour être honnête, moi, je me suis décidée à faire une thèse fin master première année. Et vraiment, la décision finale s'est faite en début deuxième année avec justement l'écriture de certains sujets que j'ai vraiment aimés et auxquels j'ai pu postuler du coup. D'accord, donc ça se fait, ou pas au dernier moment un petit peu, ou en tout cas, c'est parce qu'on est en master qu'on découvre aussi cette possibilité et qu'on voit aussi des sujets qui peuvent nous intéresser. Enfin, moi personnellement, c'est quand même décidé bac plus 4, bac plus 5. Ah oui, c'est ça. Je dirais pas que c'est pas au dernier moment, mais presque. Mais pas loin. Première période du bac plus 5. Maëlle, je vois que tu lèves la main. Toi, est-ce que c'était quelque chose que tu portais en toi depuis très longtemps, comme le demande mademoiselle? Pas du tout. Et j'ai aussi quelque chose à dire aux collégiens, collégiennes ou lycéennes, lycéens dans la salle, c'est que c'est normal de pas savoir ce qu'on veut faire plus tard. Parce qu'on n'a pas un labyrinthe prédéterminé de la vie où on peut partir de la fin pour remonter au début et trouver le bon chemin. Donc on tâtonne, on teste des choses. Et moi, du coup, ce qui m'a mené à la thèse, c'est le fait de découvrir le sujet des low-tech. Et avant ça, c'était la transition écologique qui me passionnait. Et encore avant ça, c'était la physique et les sciences en général. Donc continuez à creuser des sujets qui vous plaisent. Vous allez en découvrir d'autres qui vont vous passionner aussi. Et de fil en aiguille, vous allez trouver peut-être un stage, des études en lien avec ces sujets-là, et donc arriver vers quelque chose qui vous plaira. C'est un cheminement et il faut être curieux, ce que j'entends dans les propos de Maëlle. Allez, j'ai négocié pour que vous posiez une question pour 2, et vous m'avez dit ça tombe bien, on en a une pour 2. Donc comme ça, je vous laisse quand même vous présenter tous les 2, et puis votre question ensuite. Moi, je m'appelle Antoine Thomas. Et moi, c'est Pénélope Catherine, et on vient du lycée de l'Externat Chavagne. C'est notre super prof de SES, Madame Rex, qui nous a emmenés ici. Donc voilà, super. Là, on peut la saluer parce que merci. Voilà. Bien sûr qu'on a des super professeurs, évidemment, et on les salue. Merci 1000 fois. Et donc notre question, c'est vous avez fini votre thèse. Qu'est-ce qui est à suivre pour vous? Est-ce que c'est une entrée sur le monde du travail? Est-ce que c'est encore plus d'études, plus de recherches? Voilà. Alors, je rajoute un petit mot. Quand
vous aurez fini votre thèse, parce que là, vous avez fini ma thèse en 180 secondes, mais le travail, on l'a entendu, est encore long, notamment la rédaction. Mais comment vous vous projetez? C'est intéressant, leur question, parce que aussi, qu'est-ce qu'on fait après? Post-doc, on va bosser, comment on se projette? Super, ça, hein, comme question. Maël, puisque tu as le micro, puis ensuite on fait tourner. Je sais toujours pas ce que je vais faire plus tard, mais c'est pas grave. Enfin, je vais faire quelque chose qui me plaira et ce sera très chouette. Dernière. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités, comme tu l'as très bien dit, le postdoc, ou alors par la suite des postes dans le niveau académique ou autre, ou alors peut-être certaines entreprises ou pas privées dans le domaine privé. Il y a plusieurs possibilités et je pense qu'il faut y aller petit à petit et mûrir son projet. Oui, c'est ça, c'est aussi un projet à mûrir au cours de votre thèse, de vos rencontres, de vos recherches, des résultats, etc. Alors, je ne prends pas d'autres réponses parce que maintenant, ça négocie. Dans mon dos, en régie, s'il vous plaît, j'ai une question. Donc, bon, bah oui, bien négocié, bravo. Je te laisse poser ta dernière et la dernière question. En fait, j'avais une autre question. Est-ce que vous avez utilisé ChatGPT pour... Alors là, évidemment, c'est la question qui peut brûler les lèvres. Est-ce que vous avez utilisé ChatGPT? Alors, juste pourquoi? Pour la préparation de ma thèse en 180 secondes ou dans le cadre de leur recherche? Ouais, la recherche. Hein. Dans le cadre de votre recherche, est-ce que... Alors, ChatGPT, Mistral, Claude, hein, on en cite 3. Est-ce que ça fait partie, est-ce que c'est un outil aujourd'hui que vous intégrez à vos recherches? Honnêtement, c'est un peu difficile de faire sans à l'heure actuelle, mais il faut que ce soit très bien utilisé. C'est un outil qui peut être hyper utile à plein de moments, mais ça ne doit pas remplacer notre travail, ça n'écrit pas à notre place, surtout pas, ça se voit quand on écrit avec ChatGPT, ça ne réfléchit pas à notre place non plus, à la limite ça fait quelques recherches plus vite que nous, plutôt que d'épousseter toute la bibliographie, et encore que des fois il invente des références, donc il faut vraiment se méfier de l'IA, s'il vous plaît. Merci Eugénie de le rappeler. Eh bien... Venez, rapprochez-vous un petit peu qu'on vous voit parce que vous étiez un peu cachés. Je pense qu'on peut les applaudir 1000 fois parce qu'ils ont été pertinents, intéressants, passionnants. Bravo les futurs doctorantes et doctorants. On compte sur vous pour ma thèse en 180 secondes dans quelques années. Bravo. Et puis, on va les laisser repartir à leur place. On les encourage. Un tonnerre d'applaudissements quand ils retournent à leur place parce qu'on va révéler le prix du public et le prix du jury, s'il vous plaît, pour nos doctorantes et doctorants. Je vous invite à redescendre dans la salle. Je vous invite à redescendre. Merci. Merci. Un roulement de tambour, évidemment, le stress est à son comble. Je vous laisse redescendre dans la salle. Merci aux collèges et lycées qui ont participé, la Durantière, Marie Marvin, Pont, Rousseau, Albert Camus, lycée externe à Chavagne. Merci 1000 fois aux professeurs et aux jeunes lycéens, lycéennes, collégiennes, collégiens d'avoir joué le jeu. On salue le dispositif Les Cordées de la Réussite qui a permis aux lycéens d'Albert Camus de vivre toute la journée de MT 180. Bravo à eux, merci. Et puis, eh bien, chers membres du jury, si vous voulez bien me rejoindre sur scène, je ne sais pas où sont les membres du jury, je ne les vois pas. On m'a dit qu'ils étaient revenus. Ils sont là déjà. Ah, ben venez, alors, venez. On va pas y aller par 4 chemins, on va pas vous faire attendre. Je donne tout de suite 2 micros. On va commencer, Audrey Cabret, si tu veux bien, qui représente le lycée Albert Camus de Nantes, qui a été juré ce soir par le prix du public, si tu veux bien nous le révéler. Il est accordé à Nathan. Nathan Cronier nous rejoint. Nathan, prix du public. Nathan Cronier. Bravo Nathan. Un petit mot, on prête le micro à Nathan. Nathan, prix du public. Oui.
révélé par Audrey. Alors, sensation? Je sais pas. Non, vraiment beaucoup d'émotions. Enfin, c'est le fruit de travail, et comme tous ceux qui sont passés juste avant les 14. Et enfin, je sais pas, j'ai pas plus de mots que ça, mais je suis très content de l'avoir. Merci. Bravo, on salue Nathan Cronier. Bravo. Nathan reçoit un chèque cadeau de notre partenaire, la Casden. Allez, avant de révéler le prix du jury, je me tourne vers vous, Madame la Présidente. Comment ça s'est passé alors? On peut rentrer un peu dans la tambouille, si vous me permettez ce mot. Non, mais c'est... Comment ça s'est passé? Il y a eu des... On révèle rien, évidemment, mais il y a eu des tensions, des bagarres, ou ça a été simple et évident? Non, ça s'est plutôt bien passé. Personne ne s'est battu. Chaque membre du jury avait 3 ou 4 favoris, et parmi ces favoris, il y en a un ou une qui était commun à tout le monde. Donc ça a été assez facile, finalement. Merci. Le choix a été assez unanime. Eh bien, écoutez, je vous laisse révéler ce soir le prix du jury, ma thèse en 180 secondes, finale régionale, Pays de la Loire. Madame la Présidente, nous vous écoutons. Le prix du jury est décerné à Juliane. Juliane Serroni. Bravo Juliane. Juliane, j'ai pas les mots, me dit-elle, j'ai pas les mots. J'aimerais un petit mot quand même, Juliane. Allez, on prend une respiration. Merci beaucoup. Et c'est une aventure qui est incroyable. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont aidée dans ce projet, parce que j'étais pas toute seule. Je pense aussi beaucoup à mon grand-père, voilà. Et merci à tous les candidats qui ont su aussi donner de super conseils. Et merci beaucoup encore une fois. Bravo Juliane Serroni. Garde le micro. Prix du jury. Avec les supportrices. Bravo. Je compte sur vous. Je vous donne tout de suite la date, le 28 mai 2026. La grande finale nationale se tiendra au théâtre Sébastopol de Lille. Rassurez-vous, ce sera en streaming. Soutenez notre candidate. On les applaudit tous très fort et je demande à toutes les candidates et candidats de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, pour la photo finale. Parce que la soirée, c'est vous qui l'avez réalisée. C'est vous qui l'avez rendue passionnante. Et votre place est encore une fois dans la lumière. On les applaudit. Allez, mettez-vous au centre. Ouais. Voilà, je salue et je dis au revoir à toutes les personnes qui nous ont suivis en streaming. Poursuivez pour la finale nationale. Merci à vous toutes et tous d'être présents ce soir et d'avoir soutenu ainsi ces candidates et ces candidats. Allez, une dernière salve d'applaudissements pour la photo finale.